Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir depuis Angers pour cette présentation à 3 voix intitulée « Entre arrêt de travail et retour à l'emploi, quelle démarche ?» Je serai accompagnée pour cette présentation par le docteur Rabjo, médecin du travail au SMIA, donc Service médical interentreprise de l'Anjou, également par Anne Diojoin, qui est responsable PDP au sein du SMIA, et donc moi, je suis docteur Bourtis, médecin du travail au SMIA, avec une casquette accessoire de référent en charge du maintien en emploi. Pourquoi parler de PDP? En fait, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention de la santé au travail l'a réaffirmée en tant que mission des services de prévention et de santé au travail, SPST, en faisant le troisième axe de l'offre de services des SPST. Et cette mission a pris forme progressivement au fur et à mesure de la publication successive de plusieurs décrets d'application concernant différents points, dont la mise en place de cellules PDP au sein des SPST. Vous avez compris que pour raccourcir un petit peu mon propos, j'utiliserai donc des abréviations PDP pour prévention de la désinsertion professionnelle et SPST pour service de prévention et de santé au travail. Notre objectif, c'est de vous présenter des outils utiles et utilisés ou connus pour certains et revisités pour d'autres, et encore d'autres qui sont nouveaux. Pour commencer, si je peux essayer de définir la PDP, je vous parlerai d'une démarche qui va de l'identification d'un risque au maintien dans l'emploi ou en emploi, en passant par des étapes d'évaluation de situation et de recherche de solutions, et bien entendu également de leur mise en œuvre. Les SPST réalisent au quotidien des actions de PDP, en particulier pour des situations qu'on va pouvoir qualifier de communes ou de courantes. C'est ces situations qui seront accompagnées par des recommandations d'adaptation de poste, qu'elles soient des recommandations matérielles, des recommandations organisationnelles, relativement faciles à mettre en place, et en tout cas qui peuvent se mettre en place par un simple échange entre le médecin du travail et l'employeur. Ces actions vont donc mobiliser une partie ou l'ensemble des équipes pluridisciplinaires qui sont constituées par les médecins du travail, les infirmiers de santé au travail, les assistants, ergonomes, psychologues et éventuellement d'autres métiers. En fait, ça va être selon l'organisation spécifique propre à chaque SPST. Dans certaines situations, par contre, les démarches requièrent la mise en jeu d'un accompagnement plus complet, plus spécialisé, l'implication de partenaires divers, externes, et qui constituent ce qu'on appelle dans notre jargon le réseau du maintien en emploi. On va parler dans ce cas-là de situations complexes avec les difficultés qu'il existe toujours à définir ce que va être une situation complexe, la complexité pouvant avoir pour origine le handicap lui-même ou les caractéristiques du travail, voire d'autres éléments, l'interaction entre ces différents points. Ce sont donc ces démarches qui vont justifier une coordination, un accompagnement sur un temps plus ou moins long qui pourront bénéficier, en plus du travail des équipes de terrain, donc des équipes de santé-travail, d'une expertise complémentaire portée par les nouvelles cellules PDP en cours de mise en place dans les SPST ou déjà en place dans certains d'ailleurs. La PDP reste donc un vaste sujet et nous proposons aujourd'hui de nous attacher à un aspect particulier, un moment particulier de l'intervention en fait, c'est celui de l'arrêt de travail et d'évoquer les situations pour lesquelles, a priori, le retour dans l'entreprise est possible, qu'il s'agisse d'une situation courante ou d'une situation complexe comme on évoquait précédemment. Donc, il va s'agir de préparer la reprise et nous avons fait plutôt le choix de ne pas parler des situations qui aboutissent à un licenciement pour inaptitude. Donc, au préalable, il nous a semblé utile de refaire un point rapide sur la notion d'arrêt de travail. Donc, l'arrêt de travail peut avoir des motifs divers, donc des motifs professionnels, ça peut être un accident de travail, une maladie professionnelle, ou des motifs d'un autre ordre, personnel, l'accident domestique ou une maladie. Quelles sont les conséquences d'un arrêt de travail en termes réglementaires? Donc, l'organisation d'une visite de reprise à l'initiative de l'employeur. Pour les arrêts maladie simples, donc de plus de 60 jours, ça c'est également une nouveauté de la loi entrée en vigueur depuis le 1er avril 2022. Donc, ce sont dorénavant les arrêts de maladie de plus de 60 jours qui rendent obligatoire une visite de reprise. Pas de changement pour les arrêts de travail en accident de travail, qui déclenche une visite de reprise à partir de 30 jours.
Et concernant, petit rappel important, parce que c'est une notion qui est souvent un petit peu oubliée, en cas de maladie professionnelle, tout arrêt doit déclencher en fait une visite de reprise. Autre point important concernant les arrêts de travail, il faut savoir en fait que le médecin du travail n'est pas informé des arrêts de travail. C'est également une notion qui est souvent un petit peu ignorée, aussi bien par le milieu du soin que par les employeurs. En fait, seul le salarié, le médecin traitant, la caisse d'assurance maladie et l'employeur sont informés de la durée des dates de l'arrêt de travail. Enfin, un arrêt de travail correspond à une période de soins, donc par définition, cette période peut être variable et avoir une durée incertaine, qu'elle se soit liée aux soins eux-mêmes, ou également aux délais liés à des investigations complémentaires. Donc, en raison de ce dernier point, c'est important de savoir qu'on peut démarrer une démarche PDP dès cette période de l'arrêt de travail, de manière à ce que cette période ne soit pas une rupture avec l'emploi, de manière à anticiper le retour dans les meilleures conditions possibles et bien sûr en respectant le temps du soin. Dans ce webinaire, nous allons évoquer des dispositifs qui peuvent être mis en place à l'initiative des salariés et des employeurs avec l'accompagnement des SPST dans la démarche de retour à l'emploi dès cette période de l'arrêt. Et nous verrons également que certains d'entre eux sont mis à disposition par d'autres acteurs de la PDP ou nécessitent une concertation avec d'autres partenaires que nous pouvons citer dès à présent. Les médecins de soins, très important d'échanger avec le soin pour bien évaluer les situations. La Caisse primaire d'assurance maladie, le service social de la CARSAT sont des partenaires aussi privilégiés, les MDPH, la GFIP, Cap Emploi. Mais j'aime à dire en fait que l'employeur et le salarié sont vraiment les deux acteurs, les deux premiers acteurs d'une démarche PDP accompagnée par le médecin du travail. Nous allons donc parler en premier lieu du rendez-vous de liaison, puis de la visite de pré-reprise et parmi les autres actions possibles, nous échangerons nous vous présenterons le temps partiel thérapeutique, l'essai encadré, la RQTH et le conseil en évolution professionnelle. À l'issue de cette présentation, nous aurons un temps d'environ 10 minutes pour échanger avec vous et répondre à vos questions que vous pouvez poser via le chat. Et pour commencer, je passe la parole au Dr Rabjo pour le premier point. Donc, le rendez-vous de liaison. Le rendez-vous de liaison est un nouveau dispositif introduit par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Les dispositions du décret du 16 mars 2022 sont entrées en vigueur le 31 mars 2022. Le ministère du Travail a publié en question-réponse à ce sujet le 28 avril 2022, n'ayant qu'une valeur de recommandation et non d'obligation. Ce rendez-vous de liaison enrichit les dispositifs déjà existants de prévention des insertions professionnelles. Le rendez-vous de liaison consiste à anticiper la perte d'une activité professionnelle pour des raisons de santé ou une situation de handicap. C'est la possibilité de bâtir un lien entre les deux parties, employeurs et salariés, alors qu'il y a une suspension de contrat de travail. Les objectifs sont au nombre de 3. Maintenir le lien entre le salarié et l'employeur, informer le salarié des mesures d'accompagnement existantes et préparer le retour à l'emploi. Le rendez-vous de liaison permet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier de différentes actions de prévention de la désinsertion professionnelle, par exemple d'une visite de pré-reprise, de mesures d'aménagement de poste ou de temps de travail. Il permet de préparer le retour du salarié en entreprise ou éventuellement sur un reclassement. Ce rendez-vous n'est pas une visite médicale. Le service de prévention et de santé au travail doit y être associé. Ainsi, le service de santé peut transmettre des informations sur la prévention de la désinsertion professionnelle ou assister, si besoin, au rendez-vous par le biais d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire, si la situation le nécessite, mais ce n'est pas systématique. Les éléments médicaux n'ont pas à être abordés lors de cet entretien. Pour quels travailleurs? Le rendez-vous de liaison concerne tous les travailleurs en arrêt de travail depuis plus de 30 jours. Que cet arrêt soit continu ou discontinu, quel que soit le motif de l'arrêt professionnel ou non professionnel. Quand utiliser le rendez-vous de liaison? Ce rendez-vous de liaison a lieu pendant l'arrêt de travail du travailleur. Il peut être réalisé en visioconférence ou en présentiel
selon les possibilités. Qui en fait la démarche? Le rendez-vous de liaison peut être demandé à l'initiative de l'employeur ou du travailleur si celui-ci en connaît l'existence. Le salarié qui sollicite ou accepte ce rendez-vous se voit proposer une date dans les 15 jours par l'employeur. L'employeur informe le salarié par tout moyen qu'il souhaite organiser un rendez-vous de liaison, lui rappelle l'objectif de ce rendez-vous et qu'il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une possibilité. Le service de prévention et de santé au travail est prévenu par l'employeur environ 8 jours avant la tenue de ce rendez-vous de liaison. Qui le réalise? Il s'agit d'une rencontre entre salarié et employeur. Le service de prévention et de santé au travail, comme je l'ai dit, est associé au rendez-vous de liaison. Il peut être représenté par un membre de l'équipe pluridisciplinaire ou par un membre de la cellule PDP. Cette association peut se faire soit en préparant des documents informatifs tels que des prospectus, des flyers sur le rôle de la cellule PDP, sur les visites de pré-reprise et plus largement sur les outils à disposition du salarié en faveur du maintien en emploi. Ou alors assister au rendez-vous lorsque la situation du salarié le nécessite. Le référent handicap de l'entreprise peut également participer au rendez-vous. Alors là, il s'agit des entreprises assez conséquentes en volume, sous réserve que le salarié soit d'accord de cette démarche. On vous rappelle que le rendez-vous de liaison n'est pas obligatoire. Le salarié peut la refuser et aucune conséquence ne pourra être tirée du refus de ce salarié. Je donne de nouveau la parole au Dr Lourtis qui va nous parler désormais d'un autre outil de la prévention des insertions professionnelles, c'est-à-dire la visite de pré-reprise. Oui, donc la visite de pré-reprise, c'est un dispositif ancien et qui est largement utilisé. C'est vraiment quelque chose de très utile pour les médecins du travail dans le cadre d'une démarche PDP. Et c'est un dispositif qui a connu par contre un toilettage récent là, par la loi d'août 2021 avec un changement entré en vigueur au 1er avril et qui concerne le délai d'arrêt déclenchant la visite de pré-reprise qui passe de 3 mois précédemment à 30 jours dorénavant. Ça s'inscrit bien dans une idée de renforcer la prévention, la prévention des risques. On est là sur le versant de l'anticipation. Donc, on raccourcit encore le délai à partir duquel on anticipe les difficultés éventuelles. Même si depuis longtemps, en fait, la durée de l'arrêt déclenchant une visite de préparation à la reprise n'était pas quelque chose de limitant. Ça nous arrivait, médecins du travail, je pense à d'autres également, d'organiser des visites indépendamment si les salariés en faisaient la demande, indépendamment d'un délai de 3 mois. Et ça reste valable pour une demande qui serait faite pour un délai inférieur à 30 jours. Donc, les objectifs de la visite de pré-reprise s'inscrivent dans un cadre large qui est d'anticiper, de favoriser, de préconiser. Donc, en pratique, c'est un temps d'évaluation qui va déboucher sur des propositions d'aménagement de poste, sur des formulations de préconisations de reclassement, sur des conseils en termes de formation, de reclassement, de réorientation professionnelle, en s'attachant bien sûr tout au long au cours de cette évaluation à identifier les éléments qui vont vraiment être les risques de désinsertion professionnelle, donc pour des difficultés liées à la maladie ou au contexte de l'emploi. Pour qui donc à qui s'adresse la visite de pré-reprise? Donc, on l'a déjà dit, ça concerne tous les travailleurs en arrêt de plus de 30 jours. Elle se déroule donc de fait pendant l'arrêt de travail, plutôt lorsque la reprise est envisagée, ou je dirais quand une fin d'arrêt est envisagée, mais pas forcément nécessairement. On peut avoir des visites de pré-reprise qui sont faites très précocement, qui nous permettent au moins d'avoir connaissance d'une problématique et éventuellement d'anticiper certaines démarches. Et ce qui est important, c'est d'avoir une visite de pré-reprise à un moment où l'état de santé est quand même proche de la stabilisation, parce que c'est à ce moment-là où nos préconisations vont être les plus pertinentes quand on a vraiment une bonne évaluation de la situation. Elle est réalisée, la visite de pré-reprise, par le médecin du travail. Ça ne peut pas être un médecin traitant qui réalise cette visite de pré-reprise. Et récemment, en fonction des décisions propres à chaque service de santé au travail, le cadre réglementaire permet également que cette visite de pré-reprise soit réalisée par les infirmiers de santé au travail. Elle aboutit à des préconisations et qui, sauf si le salarié s'y oppose, sont transmises, ces préconisations sont transmises à l'employeur.
Comment elle est organisée? Donc, la visite de pré-reprise, c'est contrairement au rendez-vous de liaison qui peut être demandé par l'employeur. Seul le salarié, le médecin traitant, le médecin conseil, comme c'était le cas auparavant, peuvent faire la demande de visite de pré-reprise. Et dorénavant, le médecin du travail peut également, en tout cas c'est indiqué dans un question-réponse du ministère, peut également faire la demande de visite de pré-reprise. Encore faut-il, comme on l'a dit précédemment, qu'il soit informé qu'il y a un arrêt. Et elle n'est pas obligatoire, donc c'est un dispositif qui est facultatif, mais elle est fortement encouragée, notamment lors du rendez-vous de liaison dorénavant, car elle permet de préparer dans les meilleures conditions le retour au travail du salarié. On passe sur d'autres dispositifs et pour commencer, donc comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, le temps partiel thérapeutique et cette fois c'est Anne Viaujoin, c'est à nouveau le docteur Abjo qui prend la main. Donc le temps partiel thérapeutique, ce n'est pas un dispositif nouveau, il est bien connu. Donc l'objectif, le temps partiel thérapeutique, souvent appelé par excès mi-temps thérapeutique, est un aménagement temporaire de la durée de travail. Il permet de reprendre progressivement l'activité professionnelle suite à une maladie professionnelle ou une maladie ordinaire ou suite à un accident de travail ou un accident de la vie courante. Il est destiné à améliorer l'état de santé ou à favoriser la guérison du salarié tout en poursuivant les soins en cours si besoin. Il est limité dans le temps. Cela permet de reprendre une activité professionnelle avec un temps de travail réduit, ce qui limite la fatigue, éventuellement l'intensité de la douleur, mais aussi le stress engendré par la reprise d'une activité professionnelle intense. Alors, pour qui? Alors, le texte dit ceci: le temps partiel thérapeutique peut être utilisé dans les cas suivants: le maintien au travail ou la reprise de travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du salarié. Ou le salarié doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Alors, quand est-ce qu'utiliser le temps partiel thérapeutique? Dès l'apparition de problèmes de santé, ne nécessitant pas un arrêt de travail temps plein, ou justement après un arrêt de travail pour reprendre en douceur du fait de la santé. Sachez la nouveauté, depuis janvier 2020, le salarié désormais peut reprendre en temps partiel thérapeutique sans pour autant avoir eu précédemment un arrêt de travail temps plein. Alors, quelle est la mise en œuvre de ce temps partiel? Par qui? Le médecin du travail peut proposer sa mise en œuvre, mais en tout cas, il ne le prescrit pas. Il peut statuer, lui, sur l'aménagement du temps de travail, voire d'autres préconisations sur des restrictions si besoin. Là, c'est justement dans le cadre des visites de pré-reprise où ces préconisations seront bâties avec le salarié et écrites à l'employeur. Les modalités donc, du temps partiel, soit c'est une réduction du temps de travail, donc à hauteur de, c'est variable, 30, 40, 50, 60 ou plus, ou diminution de la charge de travail. Alors, quels sont les prérequis pour ce temps partiel thérapeutique? Le temps partiel thérapeutique doit être prescrit par un médecin traitant, ou en tout cas un médecin de soins. En tout cas, il n'est pas prescrit par le médecin du travail, il est seulement conseillé par le médecin du travail. L'employeur doit donner son accord. Le médecin conseil, dans les cadres de accident de travail ou maladie professionnelle, doit aussi donner son accord. Dans les faits, on sait qu'il y a souvent un accord de principe dans ce genre de situation. Le temps partiel thérapeutique, ça veut dire que donc il y a une reprise du temps de travail, une reprise d'activité, ainsi le contrat de travail n'est plus suspendu. Toutefois, il y a quand même une modification importante du contrat de travail. C'est pourquoi il est préférable que ce passage à un temps partiel thérapeutique soit formalisé par un avenant. Concrètement, le salarié percevra une partie de son salaire pour la partie travaillée, qui sera complétée par les indemnités journalières de la sécurité sociale. Je laisse la parole au docteur Lourtis, qui va nous parler désormais de l'essai encadré. Donc, l'essai encadré, là encore, donc c'est un dispositif spécifique, mais là encore, ce n'est pas quelque chose c'est pas une nouveauté. En fait, l'essai encadré, c'est un dispositif qui existe depuis 2016, qui était porté par une lettre réseau de la CNAM
qui a été modifié en 2020. C'était une modification qui concernait en fait sa durée. Et puis, un décret de mars 2022 lui donne un cadre réglementaire. L'objectif de l'essai encadré, c'est de permettre aux bénéficiaires d'évaluer pendant son arrêt de travail, au sein de son entreprise ou dans une autre entreprise, la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé. C'est un outil de la Caisse primaire d'assurance maladie. C'est un outil qui fait partie de ce qu'on appelle les actions de remobilisation précoce. C'est les actions qui se déroulent en arrêt de travail, donc on est dans le sujet, qui s'inscrit forcément, puisqu'on est en arrêt de travail, dans une logique d'anticipation et qui est donc mis en place à la demande du bénéficiaire, mais bien souvent accompagné et conseillé par d'autres personnes. Donc, l'essai encadré a pour objectif des choses. Alors, il y a des petites nuances entre les différents objectifs possibles de l'essai encadré. Ça va être l'objectif de tester la capacité à reprendre son ancien poste, donc si on a des capacités qui ont été réduites par la difficulté de santé, tester un aménagement de poste pour identifier ce qui pourrait permettre de faciliter le retour à l'emploi, tester un nouveau poste en cas de changement de poste de travail ou préparer une reconversion professionnelle. Donc, l'idée, c'est de valider pour le salarié, mais également pour l'employeur, les conditions d'une reprise de travail. Donc, l'essai encadré s'adresse à des titulaires d'un contrat de travail, tout type de contrat de travail, ça peut CDD, CDI, peu importe, qui sont en arrêt de travail, quel que soit l'arrêt de travail, ça peut être un arrêt complet ou un arrêt à temps partiel, un arrêt indemnisé par la CPAM. Donc, l'essai encadré se déroule de fait pendant l'arrêt de travail et sur une durée de 14 jours ces jours sont fractionnables. Donc, ça peut être des jours individuels dispatchés à plusieurs moments ou ça peut même être des demi-journées et il est renouvelable une fois. On peut même envisager plusieurs essais encadrés si on a une évolution de la situation ou peut-être un autre projet avec un nouveau poste à tester. Il peut se dérouler soit dans l'entreprise actuelle du salarié, soit dans une autre entreprise quand il s'agit de vérifier un projet de reconversion. Au cours de l'essai encadré, le salarié est rémunéré, en fait, comme il est en arrêt, par les indemnités journalières de la sécurité sociale. L'employeur ne verse pas de rémunération pendant cette période. Et sur le plan assurantiel, la couverture AT-MP est prise en charge par la CPAM, charge à l'entreprise d'accueil, si malheureusement un accident de travail devait survenir pendant cette période, de faire la déclaration d'accident de travail. Comment se déroule l'essai encadré? Donc, il y a un temps de préparation pour l'essai encadré. Dans ce temps de préparation, il faut intégrer dorénavant un temps supplémentaire puisqu'il est prévu préalablement à la mise en place d'un essai encadré, une évaluation sociale globale qui est à réaliser par un assistant social de la CARSAT. L'essai encadré nécessite, comme précédemment, les accords donc, de plusieurs médecins, le médecin du travail, l'accord du médecin conseil de l'assurance maladie, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais il est quasiment automatique dans le Maine-et-Loire en tout cas. L'accord du médecin traitant est un petit peu plus compliqué quand il s'agit de faire un essai dans une autre entreprise. Il faut donc l'accord du médecin du travail de l'entreprise d'origine et idéalement en lien avec le médecin du travail d'entreprise d'accueil. La demande est adressée à la CPAM. Pour la réalisation en tant que telle, donc la mise en œuvre de l'essai encadré, il est nécessaire d'avoir un tuteur désigné dans l'entreprise. Et puis, c'est un travail souvent partenarial avec donc, le médecin du travail ou l'équipe santé-travail. Parfois, selon les situations, l'intervention également des organismes de placement spécialisés, Cap Emploi, comme Aide France, selon les particularités territoriales, le service social, la CPAM. L'essai encadré débouche sur un bilan qui doit être transmis à la CPAM. Et cette fois, c'est bien à Anne que je passe la parole pour le dispositif. Alors, autre dispositif, la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, donc que je nommerai pendant la présentation RQTH. Alors, quelques infos d'ordre général. Cette demande ne va pas de soi. En effet, pour une personne se faire reconnaître travailleur handicapé n'est pas une démarche anodine. La RQTH est une demande qui s'appuie sur un dossier médical.
avec CERFA complété par un médecin et avec des éléments médicaux très précis, ce qui signifie que ce n'est pas parce qu'une personne fait une demande que la RQTH sera accordée. Tout d'abord, une RQTH constitue un statut. Ça signifie également que la RQTH donne aucun accès à une prestation financière pour la personne qui en fait la demande. En revanche, pour un employeur dont les effectifs sont supérieurs à 20, la RQTH permet de répondre à l'obligation d'emploi, c'est-à-dire répondre à l'obligation d'avoir au moins 6% de travailleurs handicapés dans ses effectifs. À noter qu'il n'y a pas que la RQTH qui permet de répondre à l'obligation d'emploi, l'IPP, l'invalidité partielle permanente également, et puis les invalidités première ou deuxième catégorie. Alors, point important, la RQTH permet d'avoir accès à un ensemble de mesures, d'outils et d'aides pour accompagner l'insertion et le maintien en emploi. Et enfin, je dirais en dernier point, ça va mieux en le disant, les travailleurs handicapés ont les mêmes droits que les autres salariés. Ce sont des salariés à part entière. Alors, pour qui la RQTH s'adresse aux personnes en capacité de travailler, mais qui présentent des difficultés à exercer ou assurer leur poste en raison d'un problème de santé. Le problème de santé, ça peut être un problème physique, un problème sensoriel, donc visuel, auditif, problématique psy, cognitive et autres. La demande est faite par la personne elle-même, celle-ci se fait auprès de la MDA, Maison départementale de l'autonomie, et pour d'autres départements, MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Les dossiers complétés, comme on le disait précédemment, avec des pièces justificatives, donc documents médicaux, mais également carte d'identité de la personne, justificatif de domicile. Le dossier peut être fait sur format papier et aujourd'hui, on peut bien entendu faire une demande en ligne. Donc, ce document est disponible sur le site de la MDPH, mais aussi on peut le retrouver en mairie ou au sein de vos SPST. La demande est ensuite étudiée par la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et la RQTH, cette fois-ci, c'est beaucoup de sigles, j'en suis désolée, est accordée pour une durée de 1 à 10 ans. Et dans certains cas, maintenant, on peut avoir des reconnaissances sans limitation de durée. Donc, la RQTH permet de mobiliser des moyens supplémentaires pour adapter une situation de travail. Une adaptation de travail, ça peut être une aide technique, mais aussi une aide organisationnelle ou humaine. Donc, ça permet effectivement de solliciter des aides auprès de l'AGFIP et du FIP. AGFIP, Association de gestion des fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap, et le FIP, c'est l'équivalent, mais pour le secteur public. Des aménagements, donc ça peut être des aides techniques dans le tertiaire, ça peut être aménagement bureautique, ça peut être des modifications sur une chaîne de production, et puis déclencher des accompagnements spécifiques, ça peut être des financements d'études ergonomiques, des financements d'intervention de prestataires spécifiques, par exemple, si une personne a un handicap visuel et il y a nécessité d'aménager le poste informatique, problématiques cognitives et autres. Une autre action possible, le CEP, donc le Conseil en évolution professionnelle. Alors, c'est quoi le CEP? C'est un dispositif qui, comme le soulignait tout à l'heure Hélène, ce sont des aides qui ne datent pas d'hier, et celui-ci a presque 10 ans, puisqu'il est en lien avec la loi du 5 mars 2014 relatif à l'emploi, à la formation professionnelle et à la démocratie sociale. Alors, c'est un dispositif gratuit qui s'inscrit dans le cadre du service public régional de l'orientation, et c'est un service sur mesure qui s'adapte et se définit en fonction des besoins de la personne, mais aussi et surtout en fonction et en lien avec les besoins économiques du territoire. Enfin, le CEP a pour vocation de faciliter l'accès à la formation. Alors, qui peut bénéficier du CEP? Je dirais quasiment tout le monde, dès lors que la personne est active et ce, quel que soit son statut, et que la personne soit en arrêt ou pas.
Alors, qui précisément? Eh bien, les salariés du secteur privé, à temps plein ou à temps partiel, les agents du service public, fonctionnaires titulaires, contractuels, vacataires, les personnes en recherche d'emploi, indemnisées ou non, les travailleurs indépendants, artisans, professions libérales, auto-entrepreneurs, mais également les étudiants et les retraités dès lors qu'ils occupent un emploi. Donc, le CEP est accessible tout au long de la vie professionnelle. Les objectifs de ce CEP, c'est prendre du recul sur sa situation dès lors qu'il y a une interrogation sur un parcours ou une évolution professionnelle. C'est aussi s'informer sur ses droits à la formation, sur le contexte socio-économique, les métiers porteurs et autres. C'est aussi faire reconnaître ou adapter ses compétences. Et enfin, élaborer ou formaliser un projet, que ce soit dans le cadre d'une insertion, dans un projet de mobilité au sein ou en dehors de l'entreprise, ou encore pour un projet de création d'entreprise. Donc le CEP va aider ou permettre à la personne de faire des choix professionnels, de clarifier sa situation, de répondre à ses interrogations, de faire une formation ou pas, de se reconvertir ou pas, de rester dans une entreprise ou pas. Alors, 3 niveaux. Donc, c'est un appel gratuit, hein, c'est ce que je soulignais tout à l'heure. Le premier niveau il y a une fonction de repérage et d'aiguillage, et c'est un accueil individualisé. La personne présente sa situation, ce qui permet de l'analyser et de recueillir les interrogations. Ça permet d'obtenir des informations concrètes et précises et d'identifier les dispositifs existants. En fonction de cela, la personne pourra décider de la poursuite ou non de sa démarche. Le deuxième niveau, lui, correspond à un suivi par un opérateur CEP qui ira du conseil à la réalisation du projet. Donc, c'est un entretien, un conseil personnalisé. Il permet de formaliser le projet, c'est-à-dire clarifier, préciser les priorités d'évolution. Il permet d'identifier les compétences à acquérir, d'identifier les activités correspondant aux compétences de la personne. Enfin, il permet de définir une stratégie, c'est-à-dire co-construire le projet, identifier les prérequis et autres. Le troisième niveau correspond à l'accompagnement personnalisé par l'opérateur du CEP. Il s'agit de la mise en place d'un plan d'action, définir un plan de formation, identifier les dispositifs comme les VAE, bilan de compétences et formations autres. Il permet d'établir un plan financier et d'aider à mobiliser les financements, et puis d'établir un calendrier prévisionnel et les conditions de réalisation de ce plan de formation. En soi, le CEP est un soutien global pour la réalisation d'un projet. Petite partie publicité, donc contact régional, le 0808 949 149, et sinon, allez sur le site. Enfin, en conclusion, comme on l'a évoqué tout au long de cette présentation, le retour au travail et plus largement la PDP sont des enjeux dans le monde du travail actuel. Alors, ceci en lien avec les incidents de santé du fait du travail, maladie professionnelle ou pas, des incidents de santé du fait de la vie tout court, le vieillissement qui peut toucher la capacité à rester en emploi. Ainsi, limiter les expositions aux risques, c'est éloigner ou supprimer le moment où viendra une inaptitude, qu'elle soit totale ou partielle, que ce soit une inaptitude au poste de travail ou à un emploi en général. Et c'est l'une des finalités de la loi du 2 août 2021, dans le cadre des réformes des services de santé qui deviennent donc des services de prévention de santé au travail. Et la PDP est un axe prioritaire inscrit dans le cadre du plan régional santé-travail numéro 4. Donc, dans cette loi, il y a notamment la création de cellules PDP au sein de chaque service de santé au travail. Elle permet, cette cellule en interne, d'anticiper et d'intervenir de façon précoce, comme par exemple la visite mi-carrière qui a également été mise en place dans le cadre de la réforme. Elle permet d'accompagner des situations complexes, comme nous l'avons évoqué précédemment. Et cette cellule PDP, elle est accessible et saisissable par tous, c'est-à-dire employeurs, salariés, médecins du travail, médecins conseils et tout autre acteur. Les objectifs de cette cellule sont d'accompagner l'entreprise. Quand je dis entreprise, c'est employeurs et salariés,
sur des situations individuelles et ciblées, on en a déjà parlé, mais aussi sur des actions collectives, comme la sensibilisation des acteurs la sensibilisation sur des acteurs de la PDP, savoir qui fait quoi et comment. C'est aussi coordonner des parcours en partenariat avec l'ensemble des acteurs, comme l'assurance maladie, la CARSAT, Pôle emploi, la GFIP ou encore les MDPH. Et pour la suite, je vais passer la main au docteur Rapsou. Le mot de la fin serait que lorsqu'on parle de prévention des insertions professionnelles, il y a certains mots clés qui ressortent de façon systématique, tels que signaux faibles, précocité, démarche, réseau, etc. Le fait de pouvoir travailler dès l'arrêt de travail à un retour à l'emploi est essentiel et répond bien à l'exigence de précocité. Pour que ce temps d'évaluation, de préparation, d'anticipation soit optimisé, la communication entre tous les acteurs et partenaires de la démarche est essentielle. N'hésitez pas à contacter vos équipes de services prévention santé-travail pour qu'elles vous accompagnent, vous conseillent et qu'elles sollicitent, lorsque c'est possible et nécessaire, des partenaires et outils susceptibles de faciliter et de favoriser le maintien en emploi. Maintenant, on va essayer de répondre à vos questions qui apparaissent sur le chat. Merci. Juste un petit mot pour remercier Claire Forget qui a assuré la logistique et le soutien psychologique pour la présentation de ce webinaire et qui a déjà fait peut-être des premières réponses à vos questions sur le chat. Et donc, on va essayer d'en prendre connaissance pour voir si on peut grouper les réponses. Alors, votre salarié est en arrêt depuis plusieurs mois pour maladie, mais il travaille avec son épouse au sein de son entreprise de restauration à la vue de tous. Comment pouvons-nous comprendre cet arrêt? Que devons-nous faire? C'est une question piège. Eh bien, peut-être, étant donné que maintenant la loi nous propose un rendez-vous de liaison, vous avez un salarié qui est en arrêt depuis plusieurs mois, vous pouvez solliciter un rendez-vous, essayer de lui proposer un rendez-vous de liaison pour réfléchir avec lui le projet professionnel pour rebâtir le retour à l'emploi. Ainsi, vous pourrez peut-être lui suggérer une visite de pré-reprise et ainsi le médecin du travail pourra lui faire un état des lieux de la clinique et de la réalité des manifestations cliniques pour prendre position du côté de sa compatibilité au retour au travail. Alors, peut-on anticiper le rendez-vous de reprise après 2 mois d'arrêt, même la personne peut être prolongée? C'est souvent compliqué d'avoir un rendez-vous rapide pour la reprise. Alors ça va être propre, je pense, au fonctionnement de chaque service. Là, on peut que parler peut-être au nom de notre service, mais on va essayer de généraliser un petit peu. Dès lors que vous avez effectivement une fin d'arrêt, pour faciliter le travail d'organisation de la visite de reprise, c'est toujours mieux de faire la demande le plus tôt possible. Moi, ce que je réponds souvent dans ce cas-là, c'est que c'est plus facile pour nous d'annuler un rendez-vous que d'essayer d'en trouver un au dernier moment. Donc, oui, si vous avez une fin d'arrêt et que vous n'avez pas de nouvelles du salarié, alors qu'habituellement, il vous transmet une prolongation d'arrêt dans des délais un petit peu... dans des délais précoces, n'hésitez pas à contacter le service de santé au travail qui vous proposera une date pour l'organisation de la visite de reprise, et quitte à l'annuler si vous avez connaissance d'une prolongation d'arrêt. J'ajoute, nous sommes contraints logiquement par la loi, la visite de reprise doit se faire les 8 premiers jours, donc charge à nous, service santé-travail, de vous proposer quelque chose dans les 8 jours après votre sollicitation. Pour information, je rebondis de nouveau sur le rendez-vous de liaison, étant donné qu'il y a eu un arrêt de 2 mois. Vous pouvez demander aussi à lancer un rendez-vous de liaison pour bâtir le projet professionnel pour le retour au travail. Ainsi, peut-être, ça pourra dénouer quelques petites choses. Et quitte, si l'arrêt de travail les reprises de travail n'est pas immédiate, proposer la visite de pré-reprise. Alors, comment faire pour déclencher une visite par le médecin du travail sur un arrêt long, quasi 1 an? L'employeur peut-il être à cette initiative dans un cadre spécifique en dehors d'une visite de pré-reprise?
c'est le rendez-vous de liaison dorénavant, donc, qui permet de ce contact avec le salarié, qui a en particulier pour objectif d'informer le salarié sur la possibilité d'une visite, de faire une demande de visite de pré-reprise. Après, il peut aussi y avoir maintenant un échange entre l'employeur et le médecin du travail, et puis le médecin du travail pourra peut-être lui contacter le salarié pour lui proposer également la visite de pré-reprise. L'élément clé là dans l'histoire, c'est que du coup, le médecin du travail n'était pas informé de l'arrêt de travail et peut l'être par l'employeur. Et donc, la visite de pré-reprise peut être proposée par le médecin du travail. Comme je vous l'ai dit dans la présentation, c'est un rendez-vous qui reste facultatif. Il faut que le salarié accepte de venir à son rendez-vous. Mais vous avez raison, la visite de pré-reprise ne peut pas être demandée par l'employeur. Alors, on prend la dernière question. A priori, est-ce que le salarié peut reprendre avant sa reprise si elle ne peut être prévue que plusieurs jours après la reprise? Oui, le cadre réglementaire, c'est a priori un salarié est présumé, on va dire par raccourci et pour aller à l'essentiel, est présumé apte à reprendre en fait. Donc effectivement, il peut en théorie reprendre avant que la visite de reprise se déroule. C'est pas toujours aussi simple que ça. Donc, il faut pas hésiter à contacter le service de santé au travail pour voir. Ça peut dépendre des caractéristiques du poste de travail, du type de pathologie. Mais oui, il peut reprendre. En théorie, il peut reprendre. Sinon, après, on essaye de trouver des stratagèmes pour un peu combler cette période-là. Et seule, je ne pense pas vous dire de bêtises, seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, par contre, réglementairement. Et on avait juste une question, donc c'était la dernière question, mais j'ai vu passer une question sur la visite de mi-carrière. Donc la visite de mi-carrière, c'est 45 ans. Alors, c'est pas facile d'organiser pile poil à 45 ans. Nous, dans le service, on a organisé ça, mais ça dépend de chaque service, entre 43 et 47 ans. Et l'objectif de la visite de mi-carrière, effectivement, on est bien dans le sujet, c'est de parler, de repérer éventuellement des risques de désinsertion professionnelle et en tout cas de parler de suite de carrière avec éventuellement des difficultés prévisibles et donc de donner de l'information sur ce sujet-là. Donc, je pense qu'on arrive au temps imparti pour ce webinaire. Donc, nous vous remercions tous de votre présence et de votre participation nombreuse à ce webinaire en espérant avoir répondu aux questions qui vous intéressaient. Merci et bonne journée à tous. Merci. Au revoir.